Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Manipulation et victime de manipulateurs. Je remercie tout particulièrement toutes les personnes qui me suivent régulièrement, et ainsi que pour les nouvelles qui me découvrent. Vous pouvez me contacter au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53. Également par email, pierre-dassigny@orange.fr ou par SMS, également par postal. Il existe encore des boîtes aux lettres et vous pouvez vous procurer facilement des timbres. L'adresse de mon cabinet se trouve à 8h rue des Écoles, 45 600 Sully-sur-Loire. Entrez par le portail blanc, ce sera beaucoup plus pratique. Donc, pour en revenir au sujet de cette vidéo, la manipulation est une notion bien ambiguë, une particularité bien humaine. Le terme de manipulation a aujourd'hui une dimension très négative. À l'entendre, nous pensons immédiatement aux mots piège, mystification, mensonge, tromperie, duperie, fourberie. Il est vrai, en effet, qu'avec le temps, ce nom a pris une connotation presque machiavélique. Nous avons tous entendu parler des suicides collectifs organisés par les gourous, les sectes célèbres, ou des lavages de cerveau. Et donc le concept est encore repris dans des romans et certains films d'action ou d'espionnage. Mais ce n'est pas la peine d'aller si loin à la recherche de manipulateurs malfaisants et diaboliques. La manipulation est en effet présente au quotidien, puisqu'elle fait partie de nous. Elle est inhérente à la nature humaine, et ce pour plusieurs raisons. L'homme est un être conscient de lui-même et des autres, disposant d'un langage verbal et non verbal, lui servant de communiquer avec les autres et qui vit en société, plus ou moins hiérarchisée. De fait, l'homme doit vivre au milieu d'autres hommes, former des réseaux, respecter certaines règles, échanger, partager, mais aussi se faire respecter, ou obtenir ce dont il a besoin pour être satisfait. La vie d'un être humain est donc l'enchaînement d'une multitude d'interactions avec son environnement et son entourage, dont il doit tirer parti. C'est ici que la manipulation rentre en jeu, car prendre par force, entrer en conflit avec autrui ou exprimer ouvertement ce que l'on veut, ce n'est pas toujours productif, utile ou économique en énergie et en temps. Et alors donc, plus facile de manipuler. Sommes-nous tous des manipulateurs? La majorité du temps, ces techniques... Moi, je ne vais pas en revenir aujourd'hui. La majorité du temps, ces techniques ne sont pas vraiment employées consciemment. Nous ne calculons pas toujours l'effet de nos paroles ou de nos actes sur autrui. Nous avons en effet une capacité naturelle à manipuler, qui s'affine en observant et en analysant le comportement de notre entourage. Nul besoin d'avoir parcouru des centaines d'ouvrages de psychologie sociale pour apprendre à influencer et à diriger ses semblables. Nous disposons tous d'une compréhension instinctive du fonctionnement de la logique humaine, ce qui n'est pas forcément au désavantage d'autrui. Écoutons l'exemple de Myriam qui nous parle de son mari. Quand Jacques rentre du travail, je vois s'il est encore stressé de sa journée ou pas. S'il est encore, je sais que c'est pas le moment de lui parler. Des mauvaises notes des enfants ou de mes problèmes avec les filles au travail. Je lui apporte un verre de vin et je lui laisse parler de sa journée et se décharger un peu de son stress. J'essaie de le détendre, ou si je vois qu'il est encore énervé, je le laisse lire son journal tranquillement pendant 1 heure ou 2. Pas très rapide. Je sais qu'il ne pourra m'écouter qu'après ce petit rituel. J'attends le bon moment en quelque sorte. Elle n'est pas psychologue, mais elle sait qu'elle ne pourra obtenir de son mari l'attention qu'elle recherche qu'après une certaine mise en condition préalable. Nous avons tous cette intuition naturelle nous permettant de détourner le mode de fonctionnement d'autrui à notre avantage. On peut également citer l'exemple de Sophie, mère de Bastien, petit garçon de 7 ans,
En ce moment, j'évite d'amener Bastien au supermarché, car il me fait le même coup quand on arrive à la caisse. C'est-à-dire, quand on arrive à côté des bonbons, si je ne lui en achète pas, il commence à pleurer, à crier. Et évidemment, je m'énerve à chaque fois, puisque je sens que tout le monde me regarde. Et cela me paralyse. Alors, la plupart du temps, je cède pour que cela cesse. Et je suis sûr qu'il le sait et qu'il en joue. Eh bien, Bastien sait pertinemment qu'en faisant ses caprices de façon bruyante en public, il pourra obtenir la réédition de sa mère plus facilement. Les enfants ne sont évidemment pas exempts de ce concept de manipulation. Ce sont même d'excellents manipulateurs quand ils s'y mettent, comme le savent les parents parfois à leur dépens. Alors donc, qu'existe-t-il des multiples usages de la manipulation? La manipulation est donc l'art d'influencer autrui par des moyens détournés pour obtenir l'objet, la situation ou le comportement désiré. La manipulation la plus efficace et peut-être la plus dangereuse est évidemment celle qui ne se voit pas et qui nous plus tard laisse à la personne manipulée l'illusion d'un certain libre arbitre. La manipulation prend plusieurs visages. Nous l'utilisons tous un jour ou l'autre pour convaincre un client indécis, séduire un partenaire sexuel potentiel, vendre un aspirateur ou une machine à laver, obtenir un délai supplémentaire sur un dossier urgent, influencer sa femme pour ne pas aller encore voir un film à l'eau de rose, ou encore diriger des subordonnés un peu résistants au changement. Certains professionnels sont même des spécialistes de la manipulation, publicitaires, vendeurs, politiques. Comment pensez-vous qu'ils arrivent à vous faire des choses que vous n'auriez jamais faites spontanément? Acheter une nouvelle marque de yaourt, voter pour telle ou telle personne. Alors, manipulation ou influence? Manipulation et influence. Quelle différence? La manipulation est, comme je l'ai souligné, une notion très ambiguë dans la mesure où il est difficile de la repérer, de la quantifier, de la démontrer. Et parce qu'elle fait partie de notre vie quotidienne, de plus, sa signification reste très proche d'autres notions, connotées plus positivement, comme la notion d'influence, par exemple. Alors quelle est la différence entre l'influence et la manipulation? L'influence est l'action d'un être qu'un être exerce sur un autre être. On admet généralement que l'influence est a priori plus transparente que la manipulation, dans la mesure où le but est clair et sans ambiguïté. On parle également d'influence quand la personne influencée bénéficie aussi de la manœuvre d'influence, contrairement à la manipulation où la personne manipulée est flouée, utilisée sans aucun avantage pour elle. Cependant, dans la pratique, la différence n'est pas aussi flagrante. En effet, l'influence et la manipulation utilisent les mêmes outils. Persuasion, sentiment, menace, argumentation. Elles reposent également sur les mêmes ressorts psychologiques. Besoin d'appartenance, de cohérence et autres. La seule différence serait donc dans le but de la manœuvre. De plus, nous pouvons légitimement penser qu'une personne influente a évidemment plus de facilité pour manipuler les autres. La seule bonne question à se poser est donc le fait que cette personne me manipule ou influence, est-il bon pour moi? Qu'est-ce que j'y gagne à court et surtout long terme? Qui supporte les coûts de la manœuvre? Qui en bénéficie? Manipulation est bien une spécificité humaine. Nous sommes tous plus ou moins manipulateurs, bien que la plupart d'entre nous s'en défendent. Car la manipulation est un des moyens les plus efficaces pour obtenir ce que l'on souhaite, tout en préservant les relations avec les autres, surtout si nous ne sommes pas en position de domination évidente. La manipulation n'est pas forcément consciente ou destructrice. Le terme manipulation a acquis avec le temps une diminution très négative, péjorative, mais manipuler ne signifie pas toujours détruire l'autre ou obtenir quelque chose à son détriment, même si cela arrive assez souvent, malheureusement. Quand l'objectif de la manipulation rend secondaire les dommages collatéraux possibles.
La manipulation est aussi multiple, elle peut paraître très complexe, même si elle repose sur des principes simples. Elle touche les domaines de la vie dans lesquels le relationnel reste important, c'est-à-dire presque tous. Et nous avons tous besoin d'appartenance. Les techniques de manipulatoires s'appuient sur des besoins humains fondamentaux. Les techniques manipulatoires peuvent prendre des formes assez complexes, mais pour être efficace, la manipulation doit prendre racine dans ce qui fait de nous des êtres humains. La communication, les rapports sociaux, les sentiments, les émotions, qui viennent aussi des leviers très puissants pour influencer, manipuler, diriger autrui. En effet, l'homme a un certain nombre de besoins fondamentaux qui régissent et conditionnent sa vie, qu'elle soit affective, sociale ou professionnelle. Ainsi, l'homme a des besoins primaires, comme manger et boire. Il y a aussi des besoins sociaux, comme faire partie d'un groupe et faire en sorte d'être reconnu par les autres membres de ce groupe. Du point de vue de l'évolution, cela paraît naturel. Isolés les uns des autres, les humains n'auraient eu que peu de chances de survivre. Notre capacité à vivre en groupe, soudé et solidaire, a eu une importance primordiale quant à notre survie et notre pseudo-suprématie sur les autres espèces animales. Ce besoin de faire partie d'un groupe s'appelle besoin d'appartenance en psychologie sociale. Alors, il y a l'importance des codes sociaux et du statut. L'homme se définit en partie par les relations qu'il entretient avec les autres et par les groupes auxquels il appartient. Telle personne est par exemple un avocat et fait partie du Rotary Club, tel autre fait partie d'un groupe de heavy metal, attention danger, ou de peinture. Le groupe peut alors absorber une partie de l'identité de l'individu qui va s'y fondre et y projeter ses envies, ses projets, ses goûts et ses motivations. Mais pour faire partie du groupe, il faut intégrer tout un ensemble de codes et de rituels qui font partie de sa culture. Ce sont des moyens de se démarquer des autres groupes et de proclamer son appartenance à celui qu'on a choisi. Ces codes sont multiples et peuvent transparaître dans la façon de s'habiller. Jean déchiré par exemple, costume, cravate, robe, pour les avocats à la cour. Mais ça ne soit pas les roues. Dans la façon de parler, le verlan en est la preuve aussi que le jargon spécifique à certains corps de métier, pour ne citer que les signes les plus voyants. D'ailleurs, être exclu du groupe est un moyen de pression extrêmement efficace. Exclu, on perd ses repères, son statut, on est obligé de recommencer à zéro. On n'a plus aucun appui, on ne sait plus comment se comporter ni à qui faire confiance, on se sent faible et vulnérable. Le groupe est en effet une force incroyable pour l'individu. Et la force de la preuve sociale en est que le groupe a un effet puissant sur chacun de nous et qui dicte en grande partie nos actions. Ainsi, quand nous ne savons que faire dans une situation particulière, nous observons d'abord ce que font les autres, puis la plupart du temps nous faisons exactement la même chose pour ne pas paraître différent, ridicule. C'est ce qu'on appelle le concept de preuve sociale. En règle générale, cette façon de fonctionner offre beaucoup d'avantages et c'est la raison pour laquelle nous continuons à agir de la sorte. Prenons par exemple le cas de Benjamin. Après son diplôme de commerce, il a été embauché dans une grande entreprise qui vendait des stores. Et il voulait vraiment s'intégrer à 100% dans l'équipe. Il a donc passé la première semaine en sous-marin. Il a bien observé comment les autres fonctionnaient et a fait pareil. Il partait à peu près en même temps que les autres, c'est-à-dire vers 19h, alors qu'il était censé terminer vers 18h. Il prenait sa pause café en même temps que les autres et en profitait pour faire connaissance avec tout le monde, de façon plus informelle. Ça peut paraître bête avec le recul, mais il en riait quand les autres riaient par exemple, même s'il ne trouvait pas la blague drôle. Il allait aussi avec ses collègues
boire des coups après le travail. Au bout du compte, tout le monde l'a accepté très rapidement. En revanche, il y a 2 mois, un petit nouveau est arrivé et il voyait bien qu'il faisait tâche dans le groupe. Il restait toujours dans son coin, il venait en jean, sans cravate, il ne fumait pas en même temps que les autres, il était parti avant la période d'essai. Il est important de souligner que ces phénomènes de preuve sociale sont souvent exacerbés dans les institutions et les situations d'incertitude. Nouveau travail, introduction dans la belle famille, présentation à un nouveau cercle d'amis. Notre acceptation dans le groupe varie en fonction de nos capacités à assimiler ces codes. Agir en conformité avec le groupe est confortable, car cela nous dispense parfois de penser véritablement. Mais cette tendance au mimétisme peut également nous desservir. Cette tendance au mimétisme peut également nous desservir. À l'image de ces troupeaux entiers de bisons filant vers la falaise pour tomber quelques centaines de mètres plus bas. À savoir, il y a une recherche de conformité à tout prix. Plusieurs expériences de psychologie sociale ont donné la preuve de notre tendance à nous conformer à l'attitude prônée par la majorité, parfois au mépris de nos propres convictions. L'une de ces expériences faite par un chercheur est particulièrement frappante. Il mit en place un groupe de 7 volontaires rassemblés pour un soi-disant exercice sur les capacités visuelles. Sur les 7 personnes interrogées de façon consécutive et en présence des autres, seule la dernière à répondre était réellement observée par le psychologue, les 6 autres étant ses complices. Ces personnes devaient observer des planches sur lesquelles étaient dessinées 3 barres verticales, puis déterminer laquelle de ces lignes avait la même longueur qu'une barre témoin présentée sur une autre planche. Rien de difficile en apparence, dans la mesure où les différences de longueur étaient vraiment flagrantes. Après une série d'essais concluants, où tous les volontaires étaient d'accord sur la bonne réponse, la machine se mettait à dérailler. Ainsi, interrogés les uns après les autres et au prix du bon sens, les 6 premiers volontaires donnaient tous la mauvaise réponse et montraient une barre visiblement différente de la barre témoin, au grand étonnement du 7e volontaire. C'est ici que le concept de preuve sociale prend toute sa signification. Car au moment de parler, cette personne se rendait à l'avis du groupe dans environ 37% des cas. Et cela malgré l'évidence de l'erreur d'appréciation de ses comparses. Donc, l'être humain a des besoins que le manipulateur peut utiliser à ses profits. Nous aspirons tous plus ou moins à la même chose. Par exemple, être intégré dans un groupe. Il est donc facile, sachant cela, de manipuler autrui en utilisant ce levier social, car certaines personnes feraient n'importe quoi pour pouvoir être admises dans certains cercles d'appartenance. Dans l'apprentissage des codes et de la culture du groupe, nous avons naturellement tendance à copier l'attitude des autres, surtout quand nous sentons que notre position est une position de faiblesse ou d'incertitude pour pouvoir nous fondre plus facilement dans le groupe. Nous apprenons ainsi naturellement les codes et les rituels qui, intégrés correctement, font de nous des membres à part entière de la communauté choisie. La preuve sociale est une force et une faiblesse pour l'homme. Dans la majorité des cas, faire comme les autres est plutôt utile. Mais il arrive que cela nous desserve. Nous suivons aveuglément sans vraiment réfléchir, pensant par exemple au mouvement de foule, qui, prises de panique, peuvent mettre en danger les personnes les plus faibles en les piétinant. Dans la cohérence et l'engagement, ce besoin de cohérence, qui est un besoin universel et reconnu comme nécessaire, nous avons tous, que nous soyons, un besoin de cohérence quasi obsessionnel. Être cohérent, c'est honorer ses convictions, avoir une certaine continuité dans son comportement et faire qu'opinion et action concordent. Cohérence est souvent synonyme de stabilité et de fiabilité. La cohérence est utile puisqu'elle nous donne une certaine ligne de conduite. Alors,
imaginons quelqu'un d'incohérent. Ses paroles ne sont jamais suivies d'actes, ses amitiés et ses préférences changent selon la météo et les circonstances, il est incapable de s'engager ou d'avoir une opinion personnelle. Que pensons-nous d'une telle personne? Qu'elle est peu fiable, inconséquente, voire hypocrite. La cohérence est donc nécessaire pour notre vie en société. La cohérence a également un autre avantage, elle nous permet de ne pas réfléchir sans cesse sur le bien fondé de chacune de nos actions. Si à chaque fois que nous décidions quelque chose, nous devions prendre en compte tous les paramètres existants, nous ne ferions plus rien. Tout notre temps et notre énergie seraient happés par ce processus. Cela aurait évidemment un coût psychologique énorme. Au lieu de cela, chaque décision que l'on prend est dictée par les décisions et opinions qui lui sont antérieures, ce qui diminue considérablement le champ des possibilités. La cohérence est confortable dans le sens où elle réduit la réflexion nécessaire à la prise de décision, dans la mesure où elle fera partie d'un tout global. Elle rend chacun de nous compréhensible et surtout prévisible. Dans la notion d'engagement, la conséquence naturelle de la cohérence, voire être cohérent, amène forcément à continuer dans une voie que l'on s'y est engagé. Évidemment, cet engagement peut être plus ou moins fort. Entre la parole lancée entre deux verres de vodka et le contrat signé en bonne et due forme, la différence est flagrante. Il est notoire qu'un engagement pris devant témoin est par exemple beaucoup plus fort et difficile à rompre qu'un engagement pris de façon anonyme ou n'ayant que soi-même pour témoin. De même, un acte engage plus profondément qu'une parole. Alors imaginons que vous désirez partir en vacances. Ne partez pas en Alaska. Pardon. Il fait très froid. Imaginons que vous désirez partir en vacances au soleil. Dire tout simplement que vous partez aux Baléares est forcément moins déterminant qu'aller sur Internet et réserver votre séjour. Ce qui est également intéressant de noter, c'est qu'après avoir choisi les Baléares, vous trouverez ensuite tout un tas de bonnes raisons qui vous conforteront a posteriori dans votre décision. L'hôtel que vous avez trouvé paraît top, les Baléares sont moins chers que les Maldives, et autres. Vous capterez naturellement toutes les informations allant dans le sens de votre décision, sur laquelle votre décision et donc vos actes vont de fait, en partie, et influencer votre opinion sur le sujet. Alors j'en viens à l'importance du libre arbitre. La concordance entre les décisions que l'on prend et leurs effets n'est véritablement possible que dans la mesure où les décisions sont prises dans un contexte, ou avec une impression de libre arbitre. Utilisons, on peut illustrer cela. Imaginons que ce voyage aux Baléares ait été exclusivement décidé par votre conjoint, ou votre conjointe, et que vous n'avez pas vraiment eu votre mot à dire. Vous y allez même plutôt à reculons. Quelles seront les conséquences de cette décision forcée? Vous risquez cette fois de capter toutes les informations qui renforceront votre opinion négative. Un de vos amis a trouvé ce séjour inintéressant. Personne est tombé malade. Le temps n'est pas sûr à cette période de l'année, mais les prix ont augmenté de manière éhontée. Bref, vous ferez de la résistance. Et nul doute qu'une fois là-bas, vous serez plutôt maussade. Ce qui vous permettra, une fois à la maison, de bien dire à tout le monde que ces vacances étaient vraiment pourries comme je m'y attendais. Quant au rapport avec la manipulation, il est primordial pour la personne qui vous manipule de vous laisser l'illusion que vous avez pris une telle décision librement et en toute connaissance de cause, car il sera ensuite beaucoup plus difficile de renoncer à vos engagements. Toute décision, et donc tout engagement, a un certain coût, qu'il soit temporel, financier, psychologique ou relationnel. Plus ce coût est important, plus l'engagement est important, et plus la décision prise prend de l'importance. C'est forcément la bonne, puisqu'on y a consacré beaucoup d'efforts. Et pour ceci, je vais prendre l'exemple de Cédric.
Au moment de faire mes études, j'ai eu le choix entre mes deux écoles. Une école publique et donc gratuite et une école avec des frais de scolarité assez élevés. J'ai pris celle qui me coûtait le plus cher parce que je savais que là, je me sentirais obligé de travailler pour avoir mon diplôme. Alors, notre recherche obsessionnelle de cohérence nous amène parfois à persister dans des comportements qui, vus de l'extérieur, ressemblent complètement incompréhensibles, voire destructeurs. Pourquoi une personne s'échine-t-elle à réparer son épave de voiture alors qu'elle pourrait s'acheter une voiture en bon état? Pourquoi une personne continue-t-elle à miser sur un mauvais cheval alors que ce cheval ne gagne jamais aucune course? Ou encore, pourquoi certaines personnes continuent-elles à vivre ensemble alors qu'il n'y a plus aucun sentiment amoureux qui les unit? Il y a plusieurs raisons à tout cela, toutes plus objectives, bien sûr, les unes que les autres. On a un crédit sur le dos, les enfants vivraient mal le divorce, on a peur de la solitude, du vide. Il y a toujours un moyen pour faire revivre la flamme d'antan. Mais il y a aussi une raison moins avouable. On veut parfois ne pas reconnaître que l'on s'est trompé. On a fait une erreur. Cela explique quelquefois certains dysfonctionnements dans les entreprises ou dans les couples. Le coût de la décision initiale augmente petit à petit, et plus le coût augmente et plus il devient difficile de changer d'avis, car cela signifierait que tout ce qui a été fait auparavant a été fait pour rien. Ce qui serait vécu comme insupportable, intolérable, car cela impliquerait que l'on s'est trompé non seulement sur la décision initiale, mais aussi et surtout sur toutes les décisions suivantes, et que le raisonnement que l'on avait durement échafaudé pour se persuader qu'il fallait bien agir, ainsi était bien boiteux. Cette cohérence est nécessaire pour pouvoir vivre en bonne intelligence avec les autres. C'est d'ailleurs une qualité valorisée par nos sociétés, car elle implique aussi persévérance, assiduité et esprit logique. En effet, notre besoin de cohérence nous pousse à faire ce que l'on nous a dit, ou à continuer ce que l'on a entamé. D'ailleurs, nous trouvons en général de très bonnes raisons pour agir ainsi. La première étant, maintenant que j'ai commencé, ce serait idiot que je n'arrête pas en si bon chemin. Ce qui est vrai. Bon, la décision de départ n'est pas forcément la bonne. Bref, la vie fonctionne comme ça. Nous ne nous engageons pas de la même façon sur tous nos choix. En effet, plus le premier coûte cher en énergie et en temps, plus nous persévérons par la suite pour ne pas gâcher les efforts déjà investis, surtout si nous avons choisi librement de le faire. Dans le domaine de la domination, de la soumission et de la manipulation, les hommes sont de petits garçons obéissants, ils vivent comme on leur a appris de vivre. La domination et la soumission un must des relations humaines. De tout temps, les sociétés organisées ont créé des structures hiérarchiques. Évidemment, il y a des sociétés plus hiérarchisées que d'autres, mais il semble que bien que tout groupement humain organisé, et cela est aussi vrai dans le règne animal, a besoin de se créer une figure d'autorité. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la grande majorité des cultures valorise la soumission. Nous avons été habitués depuis notre enfance à écouter et à obéir à des figures d'autorité qui traversent et marquent nos existences, et elles sont nombreuses. On obéit à ses parents, puis à ses maîtres ou maîtresses, à ses professeurs, la police, aux impôts, aux patrons. Nous avons donc intégré le postulat qu'il faut respecter l'autorité parce qu'elle est nécessaire. Nous en donnons la preuve tous les jours. Elle guide la plupart de nos actions quotidiennes. En voiture, par exemple, nous avançons quand le feu est vert. Nous ralentissons quand nous savons qu'il y a un radar à cet endroit de la route. Toute figure ou tout symbole d'autorité nous renvoie en quelque sorte à une position d'enfant obéissant ou de désobéissant, d'ailleurs dans certains cas, et annihile en quelque sorte notre sens critique. Nous faisons tous des choses qui nous déplaisent, mais qu'il est obligatoire de faire, comme payer ses impôts. Oui,
Bon. Mais même en dehors des règles consensuelles, fiscales ou autres, nous avons tendance à écouter aveuglément ceux qui, d'une façon ou d'une autre, semblent posséder un savoir ou un pouvoir supérieur au nôtre. Cette supériorité peut être due au statut, au charisme, au titre, à l'expérience. Nous agissons ainsi parce que cette position est confortable dans la plupart des cas. Nous ne prenons pas de décision. D'autres les prennent pour nous, ce qui du coup nous enlève la responsabilité de ce que nous faisons. Et nous agissons ainsi en toute bonne foi. Cette façon de fonctionner est évidemment pratique quand on veut manipuler autrui, car il n'est rien de plus facile que de s'octroyer certains symboles d'autorité pour obtenir des autres ce que l'on souhaite. Domination et manipulation sont donc liées en raison de la très grande facilité à manipuler autrui quand on détient une certaine autorité, que celle-ci soit fallacieuse ou véridique, officieuse ou officielle. Cependant, on pourrait se poser la question suivante: pourquoi les personnes ayant un pouvoir sur les autres utiliseraient-elles la manipulation pour obtenir ce qu'elles veulent quand il leur serait si facile de l'exiger, purement et simplement? Alors, je vais mettre en exergue deux raisons principales qui peuvent expliquer ce paradoxe. La domination sans manipulation suppose que les liens entre supérieurs et subordonnés soient clairs et que la domination soit sans équivoque. Mais dans la réalité, c'est finalement rarement le cas. Par exemple, dans une entreprise, une personne ayant un statut hiérarchique plus élevé qu'une autre peut en réalité être en position de faiblesse si le subordonné a un certain pouvoir plus officieux. Dans le cas de Michel, manager dans le bâtiment. Je suis conducteur de travaux, les gars donc doivent m'obéir quand je leur donne des directives, puisque je suis leur supérieur hiérarchique. Mais ce n'est pas si simple que cela. J'ai notamment un maçon, qui est là depuis longtemps dans la boîte, et qui est délégué du personnel. Il a beaucoup d'ascendance sur les autres, et je veux faire très attention à ce que je lui dis, car il peut provoquer une véritable mutinerie si je suis trop directif. Alors, je suis obligé de prendre des gants. Je préfère faire cela plutôt que de rentrer dans le rapport de force directe. Peut-être dans l'évitement. Ou éviter le conflit. En plus, je ne veux pas dire, mais il fait bien 20 kilos de plus que moi. Aïe. La seconde raison qui confirme bien que domination et manipulation sont liées est la suivante. La domination est donc la soumission pure et simple et très difficile à obtenir, surtout dans les conditions actuelles. Notre société contemporaine et occidentale exalte les valeurs d'autonomie, de libre arbitre, d'indépendance. Nous voulons contrôler notre destin, nos actes, et nous nous rebellons contre tout ce qui peut apparaître comme tyrannique ou arbitraire. Le despotisme ne serait donc pas dans ces conditions la solution la plus productive et efficace pour obtenir ce que l'on veut. L'autorité est un outil et une aide précieuse, mais elle ne suffit pas toujours. La domination pure, celle qui ne fait aucun cas des personnes soumises, entraîne quasi invariablement la rébellion. Cette rébellion peut être active et entraîner des conflits ouverts, mais elle peut être aussi plus larvée, favoriser des comportements dits passifs-agressifs. La personne soi-disant soumise traîne les pieds, fait la tête, oublie des directives, ne fait que le strict minimum. Bref, la domination, dans ces cas-là, ne produit rien de bien cohérent et ne fait finalement que mettre en exerce une relation perdant-perdant. Que cette relation soit professionnelle, amoureuse ou amicale. Alors, comme je l'ai déjà souligné, il arrive que notre bon vouloir soit comme annihilé lorsque nous nous trouvons en position de soumission, et plus encore que notre sens critique, nos valeurs morales ou éthiques peuvent aussi faire les frais d'un excès de soumission. Les expériences maintenant célèbres ont confirmé cette hypothèse de façon radicale et assez effrayante.
Imaginons que l'on vous demande au nom de la science d'interroger une personne volontaire pour des tests de mémorisation, mais à chaque mauvaise réponse, le scientifique à vos côtés vous demande d'envoyer une décharge électrique à la personne interrogée. Les vues et décharges sont juste désagréables, mais au fur et à mesure que les mauvaises réponses s'enchaînent, les décharges deviennent de plus en plus fortes, jusqu'à devenir potentiellement mortelles. Vous entendez le pauvre crier, hurler, supplier, puis s'évanouir, mort peut-être. Alors le feriez-vous? Évidemment, comme une grande majorité de la population, hors psychopathe notoire, vous répondriez que non, bien sûr. Et pourtant, quand cette expérience fut faite, plus de 60% des personnes testées continuèrent le test jusqu'à envoyer une décharge dite mortelle. Heureusement, c'était un comédien qui jouait le rôle de la personne torturée. Simplement parce qu'une figure d'autorité leur avait demandé de le faire, et qu'elle se sentait donc déchargée de toute responsabilité d'avoir peut-être tué un homme. Quelle expérience intéressante pour les manipulateurs. L'être humain n'est ni désintéressé, ni pacifique. Pour la preuve, les multiples conflits qui ont ensanglanté et ensanglantent encore notre planète, les rapports dominants-dominés sont naturels chez l'homme. De par notre éducation, nous avons naturellement tendance à respecter ceux qui semblent avoir une autorité supérieure à la nôtre, et à leur obéir. Que cette autorité soit officielle, officieuse, réelle ou usurpée, d'ailleurs. Il existe des situations où il est impossible d'avoir une position véritablement dominante, car cela implique souvent une dégradation des relations sociales, souvent une dégradation, voire une rébellion, à plus ou moins long terme, des personnes soumises. Manipuler les autres est souvent bien plus économique en énergie et en temps qu'essayer de dominer de façon arbitraire. Dans le principe de réciprocité, ne fais point aux autres ce que tu ne voudrais point qu'on te fasse. L'utilité du principe de réciprocité est flagrante. Le principe de réciprocité est encore un des comportements automatiques que l'être humain a mis en place afin de pouvoir vivre en société de façon harmonieuse. Comme je l'ai dit précédemment, l'homme crée et transmet à sa progéniture certains automatismes, ainsi tout le monde respectant les mêmes règles, la vie en communauté devient plus simple. De plus, cela permet de ne pas avoir à analyser sans cesse son environnement, car réfléchir sur chaque situation ou chaque action a un coût énorme au niveau psychologique. Le principe de réciprocité est donc une des bases de notre vie en communauté. Il s'articule autour d'un précepte très simple. Si tu fais quelque chose pour moi, je ferai quelque chose pour toi. Si tu me rends service, je te rendrai service. La réciprocité encourage donc l'échange d'avantages entre deux personnes, deux entités, deux groupes de personnes. C'est un peu la version positive de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Cette règle a été créée afin d'encourager les relations d'interdépendance entre les hommes, où ils partagent leurs ressources et produisent ensemble plus qu'il n'aurait produit séparément. Cette règle se base sur la confiance en l'autre et sur sa capacité à s'engager dans une relation d'entraide mutuelle. Cette règle est tellement ancrée en chacun de nous qu'il est difficile de s'en affranchir. D'abord au niveau interne. La réciprocité provoque chez nous un sentiment d'obligation assez désagréable. Ne devenons-nous pas les obligés de quelqu'un qui nous a rendu service? Ce sentiment nous contraint, bon an mal an, à nous acquitter de notre dette. Il n'est jamais confortable de se sentir redevable envers quelqu'un, même et surtout si on n'aime pas particulièrement cette personne. La pression peut être plus ou moins forte, selon notre proportion personnelle, à toujours rendre l'appareil aux gens qui nous ont aidés. Il est évident que certaines personnes sont plus enclines à fonctionner de cette façon que d'autres. Ensuite, la force de ce principe vient du fait qu'il est quasiment impossible de refuser un cadeau, un service ou un avantage, comme il est quasiment impossible de ne pas le rendre, car cela ne se fait pas. Combien d'entre nous ont déjà accepté un cadeau venant
une vieille tante ou une bonne grand-mère, le sourire crispé, avec déjà dans la tête « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais en faire ?» La pression sociale est telle qu'il est très difficile de refuser ces cadeaux empoisonnés. C'est la même pression sociale qui nous oblige ensuite à offrir en échange un autre cadeau. Même si entre-temps nous l'avons revendu sur eBay, Amazon, Presse Ministère ou autre. Les charentaises ou les napperons de dentelle gracieusement offerts. La société, en effet, ne pardonne pas à ceux qui n'honorent pas leurs dettes. Elle les traite de parias, de profiteurs, d'ingrats, voire de traîtres. Et il existe des failles dans le système. Évidemment, comme tout comportement automatique, celui fonctionne dans 90% des cas, ce qui laisse 10% de marche et de manœuvre pour les manipulateurs de tout poil, car il y a plusieurs façons d'exploiter ce principe à des fins de manipulation. Surtout quand on se sent obligé d'accepter. Il est facile de manipuler autrui avec ce principe, car finalement, les règles sociales sont du côté du manipulateur. Dans le discours de Marc, qui ne sait que faire avec un voisin un peu trop envahissant, ma femme et moi avons emménagé. Il y a quelques mois, dans un petit pavillon de banlieue, nous avons un voisin, un certain Christian, qui s'est présenté quand nous avons emménagé, avec une panière de fruits. Agréablement surprise, ma femme l'a invité pour dîner. C'est avéré que c'est une vraie catastrophe. Il ne nous a pas lâchés jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une excuse pour qu'il s'en aille. Visiblement, il se sortait seul et avait besoin d'oreilles pour l'écouter. Depuis, il n'arrête pas de passer chez nous pour nous amener des fruits de son jardin. Par exemple, pour nous inviter chez lui. Nous avons réussi à refuser à chaque fois. Mais je suis très embêté parce qu'il va bien falloir à un moment donné inviter et accepter une invitation. Ainsi, avec un peu de persévérance, il est possible d'amener les autres à faire ce que l'on souhaite, parfois en les inondant d'attention ou de cadeaux, car il est difficile de les refuser sans provoquer un conflit. C'est ce qu'on appelle communément une dette forcée. Quand le service demandé en échange est plus coûteux que le service rendu au départ, en effet, il est facile pour quelqu'un de rendre un service à autrui pour provoquer ce sentiment d'obligation inhérent au principe de réciprocité. Ce sentiment peut se révéler tellement inconfortable que la personne débitrice peut alors accepter de rendre un service beaucoup plus coûteux pour s'en acquitter. Du statut de règle universelle permettant simplement la vie en communauté, le principe de réciprocité est devenu une loi morale et éthique. On pourrait presque dire que ce principe est la base de ce qu'on appelle maintenant les droits de l'homme de par son côté universel. La réciprocité entraîne du fait de sa nature même des idées d'équité, de compassion, de justice. Elle s'exprime aussi via l'empathie. Car il faut parfois se mettre à la place de l'autre pour ne pas le traiter comme nous ne voudrions pas être traités à sa place. Le principe de réciprocité est tellement ancré dans nos civilisations que la plupart des grandes religions ont repris ce thème dans leurs lois et préceptes, ce qui leur a donné d'autant plus de force. Ainsi, la réciprocité apparaît comme une loi fondamentale dans les trois religions monothéistes importantes en Occident. Le christianisme, l'islam, le judaïsme. Elle apparaît dans la Torah, et également dans la Bible, dans des phrases « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mahomet lui-même disait « Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ». Même les religions orientales s'y sont mises, comme le confucianisme, l'hindouisme et le bouddhisme, exaltent cette valeur d'échange, d'entraide et d'empathie, bref, de tolérance qui est parfois et malheureusement restée de pure forme. Alors, chaque jour, nous respectons cette loi afin de vivre harmonieusement avec les autres. La réciprocité implique confiance, respect et entraide, concepts sans lesquels nos sociétés n'auraient pu voir le jour. Elle peut s'exprimer en une phrase « Il faut s'efforcer de payer en retour les avantages reçus d'autrui » et s'applique dans toutes les relations que nous avons avec autrui.
En effet, les pressions internes, psychologiques et externes, sociales, sont très fortes afin que tout le monde respecte cette règle, qui est devenue au fil du temps un principe moral. Il est donc difficile de refuser un avantage, un cadeau ou un service, et encore plus de ne pas rendre l'appareil. Un manipulateur peut donc l'utiliser à des fins personnelles. Quoi de plus facile en effet que de rendre l'autre débiteur en lui rendant un service qu'il n'a peut-être jamais demandé, à seule fin de pouvoir emporter lui demander une aide qui lui sera très difficile de refuser, même si le coût de ce service est finalement bien supérieur au service initial. La peur du conflit est, dans cette situation, bien utile aux manipulateurs. Et beaucoup de personnes ont peur du conflit, surtout les personnes qui manquent d'estime de soi. C'est pour ceci qu'avec transition, l'estime de soi et la manipulation, il existe des personnes plus fragiles que d'autres face à la manipulation. Un peu de théorie entre manipulateur et manipulé. Quand on parle de manipulation, on a d'un côté les manipulateurs que l'on imagine comme des méchants, dignes de figurer dans un film de James Bond, et de l'autre côté les victimes manipulées, trompées, foulées. Il est pratique de voir le monde d'une façon aussi manichéenne. Cela empêche de se poser la question suivante: pourquoi certaines personnes se font-elles plus facilement manipuler que d'autres? Sont-elles plus faibles, plus stupides? Évidemment, il est difficile de dire oui à cette question, dans la mesure où tous, autant que nous sommes, nous pouvons nous faire manipuler et que nous ne nous considérons pas faibles ou stupides pour autant. Cependant, on ne peut s'empêcher de penser quelquefois que les personnes manipulées sur du long terme, par exemple les victimes de harcèlement moral, de pervers narcissiques, pourraient, si elles le voulaient, vraiment stopper la manipulation. Il est difficile de préciser de façon formelle quels sont les facteurs personnels qui encouragent la manipulation. Mais nous pouvons quand même émettre certaines hypothèses. Je pencherai d'abord, pour répondre à cette question, sur un aspect bien précis de la personnalité de chacun, l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi et comment l'estime de soi favorise ou non la manipulation? L'estime de soi est la façon dont chacun se voit. Elle a plusieurs facettes, c'est à la fois l'amour qu'on se porte, la confiance que l'on a en soi et la vision que l'on a de soi dans le futur. L'estime de soi est la cause de beaucoup de nos comportements et fait partie intégrante de notre personnalité. Elle est déterminée par notre enfance, notre famille, notre passé, et peut se modifier avec le temps et les épreuves réussies, les échecs et les personnes que l'on rencontre. C'est un jugement sur soi qui dépend de ses propres actions, mais aussi du jugement des autres sur nous-mêmes. Une personne ayant une bonne estime de soi est à la fois quelqu'un qui connaît ses défauts et ses limites, et aussi ses qualités et ses possibilités. Une bonne estime de soi aide à se relever après un échec, mais aussi à s'affirmer face aux autres. Elle nous guide dans nos projets de vie, dans nos désirs, et augmente notre capacité à mener et à mettre en place les moyens pour atteindre nos buts. Une bonne estime de soi nous aide aussi à déterminer si les personnes de notre entourage sont bénéfiques ou au contraire destructrices pour notre propre existence. Il existe donc un lien entre la manipulation et l'estime de soi. Il est évident qu'une personne souffrant d'une mauvaise estime de soi aura moins d'armes pour combattre un individu manipulateur. Alors, pour quelle raison? Le besoin d'être aimé, la peur de se faire abandonner. Il est facile de manipuler une personne ayant une mauvaise estime de soi, car son besoin de reconnaissance et d'amour est immense. Il suffit donc de répondre, même superficiellement ou temporairement, à ce besoin de valorisation pour avoir une emprise suffisante sur elle. Croyant en son fort intérieur qu'elle est inintéressante, elle ne peut être qu'agréablement surprise quand quelqu'un fait attention à elle, même si cela se fera dans le futur, à ses dépens. Donc, dans le cas de Clément,
qui a été victime d'une manipulatrice. J'ai toujours été assez effacé, me cantonnant au second rôle dans les groupes où je me trouvais. Alors, quand j'ai rencontré Armelle, j'étais halluciné. Elle qui semblait si flamboyante, extravertie, bref, si différente de moi. Je n'avais pas cru mes oreilles quand elle m'a proposé d'aller boire un verre avec elle. J'y suis allé, mais je ne pensais pas que je pouvais l'intéresser. Et à ma grande surprise, nous sommes sortis ensemble le soir même. Non. J'étais sur un nuage, je me voyais déjà marié avec des enfants, c'était la femme de ma vie, la suite. Et puis, 2 semaines après, elle a rompu en me donnant aucune explication. J'ai appris plus tard, par des connaissances communes, qu'elle avait fait cela pour rendre son copain jaloux. J'ai eu de la chance qu'il ne vienne pas me casser la figure. Une personne ayant une mauvaise estime de soi doute beaucoup de choses et surtout, avant tout, d'elle-même. Son jugement sur elle et sur les autres est souvent obscurci par un sentiment d'infériorité ou de culpabilité. Elle pense aussi très souvent que les autres sont un meilleur juge qu'elle-même et a donc tendance à se remettre à l'opinion des autres au détriment de la sienne. Elle est donc la victime toute trouvée d'une personnalité plus forte qui peut alors lui dire que faire de sa vie. Il y a aussi la prédominance du regard des autres, cette importance tellement importante du regard des autres. Une personne à basse estime de soi est souvent plus fragile qu'une autre, car elle se réfère très souvent à ce que les autres pensent d'elle. L'image qu'elle se fait d'elle passe obligatoirement par ce prisme complètement déformant qu'est le regard des autres. Elle est constamment à la recherche de l'approbation de ses pairs, de ses collègues, de ses amis, de sa famille, bref, pour quelqu'un d'attentif, elle reste très facile à manipuler. L'estime de soi, comme je viens de le dire, est un processus psychologique qui évolue au gré du temps et des expériences. Un individu peut très bien restaurer son estime de soi en réussissant brillamment sa vie, comme il peut perdre toute confiance en lui-même et les autres après un échec cuisant. Cependant, l'estime de soi est souvent enfermée dans un cercle vicieux ou vertueux. L'estime de soi est un cercle vertueux quand elle donne de la force et de la conviction pour réussir, car la réussite renforce encore plus l'estime qu'on a de soi. Plus on réussit, plus on s'aime, et plus on a de la chance seulement de réussir encore dans le futur. Mais l'estime de soi peut être aussi un cercle vicieux, dans la mesure où elle prédispose certaines personnes à marcher vers leur propre malheur. Ainsi, une personne qui se sent inférieure aux autres aura plus de mal à s'imaginer, à se projeter, réussir et doutera de sa propre compétence. Elle s'engagera donc avec réticence dans des projets, partira avec des a priori négatifs et pourra même auto-saboter ses propres chances. De même, une personne à faible estime de soi cherchera la plupart du temps à se rapprocher des personnes qui lui confirment qu'elle est bien inférieure aux autres. Cette extraordinaire automanipulation est la conséquence de notre besoin de cohérence. C'est notre propension à rechercher les personnes qui nous voient de la même façon que nous nous voyons nous-mêmes. Une personne qui se fait manipuler et qui en souffre, si elle a une mauvaise estime d'elle-même, peut donc très bien se dire qu'elle le mérite et qu'elle ne devait pas espérer mieux. Et le manipulateur a tout intérêt à laisser sa victime dans cet état d'esprit. Donc une bonne estime de soi est une arme efficace contre ceux qui veulent nous manipuler. Une bonne estime de soi, c'est oser s'affirmer face aux autres, oser dire ses opinions, oser dire non. Une bonne estime de soi est également utile pour savoir qui l'on est, ce que l'on souhaite pour soi et surtout ce que l'on ne souhaite pas. Les effets d'une mauvaise estime de soi, quant à eux, pour les personnes qui en souffrent, peuvent sans le vouloir devenir des cibles toutes désignées pour les manipulateurs. En effet, une mauvaise estime de soi provoque notamment chez la personne qui en souffre
des doutes permanents sur sa valeur et un surinvestissement du regard de l'autre. De plus, elle sera plus sensible aux tentatives de séduction. Et quand on vit dans l'incertitude, la peur et la manipulation, une solution qui vous démolit vaut mieux que n'importe quelle incertitude, disait ce cher Maurice Vian. Et l'incertitude est un facteur à ne pas négliger. Il existe des situations dans lesquelles la manipulation est plus efficace que dans d'autres. Des situations où nos facultés de réflexion et de clairvoyance sont moins aiguisées, où nous sommes prêts à accepter tout et n'importe quoi, où nous sommes en un mot plus fragiles. Il s'agit des situations d'incertitude. En effet, l'incertitude est souvent le premier pas vers la peur. Et la peur est une puissante alliée pour qui veut manipuler autrui. Évidemment, nous ne parlons pas de la peur qui se manifeste quand on a un revolver pointé sur la tempe. Là, c'est plus de la manipulation. Mais celle qui est plus insidieuse, plus obsédante, la peur d'être licencié, celle encore de se retrouver seul, par exemple, car nous ne raisonnons plus de la même façon quand nous sommes confrontés à ce genre de situation. Il est alors facile pour quelqu'un de mal intentionné de profiter de cette peur à son compte. L'inconnu que l'on n'arrive pas à imaginer, toucher, contrôler, engendre un sentiment d'angoisse, d'anxiété, bref, de peur. Et la peur a ce site particulier qu'elle fait appel à des leviers inconscients très puissants qui vont donc nous dicter nos comportements de façon très caractéristique. En effet, la peur paralyse la plupart des processus logiques et créatifs de notre cerveau et nous renvoie à l'utilisation de comportements automatiques et primaires. La fuite, l'attaque, la soumission. De plus, une personne apeurée n'aura qu'une idée en tête, qui primera sur toutes les autres, se rassurer, quel qu'en soit le prix. La manipulation devient alors très simple et elle peut jouer sur deux tableaux. Premièrement, le manipulateur peut créer un sentiment d'angoisse chez sa victime parce qu'il sait qu'elle va réagir d'une certaine façon, qu'il aura prévu à l'avance, et ainsi répondre à ses attentes. Comme dans l'exemple de Daniel qui vient de divorcer de son mari. Pendant les 20 ans, je suis resté marié avec Michel. Il n'y a pas eu de moment où je n'avais pas peur de perdre Michel. Michel a beaucoup de charme. C'est un bel homme. Et il plaît beaucoup aux femmes. Et lui-même est un vrai coureur de jupons. Même si je n'ai jamais voulu me l'avouer, je n'ai jamais eu la preuve qu'il me trompait. Mais je l'ai toujours vu entouré de très jolies femmes. Jusqu'ici, je n'avais jamais compris pourquoi il s'était marié avec moi, alors qu'il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Maintenant, je le sais. Comme j'avais peur qu'il me quitte, et il ne se privait pas de m'en faire miroiter l'éventualité, et que je ne voulais pas me retrouver seul avec nos deux enfants, je fermais les yeux sur beaucoup de choses, tout en jouant la parfaite femme au foyer. Lui avait tout gagné, une femme docile et une mère dévouée pour ses enfants, et la tranquillité en dehors de la maison. Deuxièmement, le manipulateur peut créer une situation angoissante pour sa victime, pour ensuite se révéler comme le sauveur, afin d'avoir une meilleure emprise sur sa cible reconnaissante. Il suffit alors d'apporter à la personne en plein désarroi un peu de réassurance et de réconfort pour qu'elle soit malléable à loisir. Le manipulateur peut alors proposer quelque chose, une solution miracle, que sa victime n'aurait peut-être pas accepté en temps normal. La plupart des entreprises qui vendent des alarmes ou des assurances jouent sur ce principe. Elles font peur à leurs clients potentiels en jouant sur certaines cordes sensibles. Et si votre femme et votre enfant se faisaient attaquer dans votre propre maison, pour ensuite vous proposer un système d'alarme complet pour la modique somme de... Bon, on est 6-0 ? Pourquoi pas. Alors, faire comme on nous le demande. Quand nous sommes momentanément incertains de nos choix ou de
nos positions. Nous avons très souvent tendance à nous référer aux autres, et ce pour une bonne raison. Une bonne raison, celle que j'ai déjà évoquée, notre besoin de faire comme les autres. Nous calquons alors notre attitude en fonction de celle du plus grand nombre, car nous pensons, souvent à juste titre, que c'est la bonne attitude. Et de ce fait, cela nous sert la plupart du temps. Rappelez-vous Benjamin, qui est en position vulnérable, s'en sort plutôt bien en imitant le groupe, qui ainsi l'adopte facilement. Mais, outre le groupe, il est possible aussi de nous rassurer en imitant ou en suivant les conseils d'une personne qui nous paraît particulièrement intelligente ou compétente pour nous aider. Mais cette personne peut très bien alors profiter de notre faiblesse et donner de mauvais conseils de façon consciente pour arriver à ses fins. L'éviction d'un rival potentiel, par exemple, que ce soit en amour ou en travail, est une technique assez classique. Alors évidemment, les mécanismes que j'ai décrits dans le début de la vidéo sont largement connus par les professionnels de la manipulation et de l'influence. La peur, le doute, l'inquiétude de chacun de nous sont largement utilisés pour nous manipuler. D'ailleurs, dans la revue Science, qui a publié en 2008 les résultats d'une étude très sérieuse montrant que nos inclinaisons politiques seraient en partie conditionnées par notre propre propension à avoir peur. Il existe aussi un livre très intéressant, La tyrannie de l'émotion, que je vous conseille. Il est alors facile d'imaginer certains hommes politiques profiter de ce sentiment naturel chez l'homme pour se faire élire, en s'appuyant sur la peur du chômage, de l'étranger, de la violence, de se faire envahir, et tout un programme que ne dira pas. Créer un climat d'insécurité et de peur avec des médias coopératifs est facile, pour ensuite se positionner comme le héros qui vaincra ceux qui étaient là à effrayer les foules. Nombre d'élections se sont déroulées ainsi, et nous ne sommes pas à l'abri d'autres votes du même genre. N'oublions pas que les plus grandes dystopies, le contraire d'utopie, se basent sur l'exploitation de la peur du peuple, car la peur peut également être utile à ceux qui veulent restreindre certaines libertés avec de mauvaises ou de bonnes intentions d'ailleurs. Il suffit de regarder le nombre croissant de contrôles en tout genre et de mesures restrictives prises par la plupart des gouvernements pour combattre le terrorisme. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. En effet, l'incertitude génère souvent des sentiments de peur, qui est une émotion tellement forte qu'elle inhibe la faculté de réfléchir correctement. Situation facilement utilisable pour qui veut manipuler autrui. Proposer et utiliser nos comportements automatiques. La peur a ainsi l'inconvénient de nous faire agir de façon stéréotypée, en privilégiant le confort ou la survie. On se soumet ainsi plus facilement, on prend certaines décisions que l'on n'aurait pas prises en temps ordinaire et qui peuvent être provoquées par une autre personne et de façon contraire, dans l'illusion d'un libre arbitre. Le libre arbitre des hommes consiste à choisir la femme qui décidera à leur place. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à tous, comme à toutes et à tous, une excellente soirée et une bonne nuit, et ne faites pas comme moi, ne vous enrhumez pas. Vous pouvez toujours me contacter si vous le désirez au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53 ou par email pierre-tassini@orange.fr ou par SMS ou par voie postale si vous arrivez à trouver des timbres, une enveloppe et qu'elle arrive bien dans ma boîte aux lettres. Si vous voulez me rencontrer, mon cabinet se trouve à 8 rue des Écoles, 45 600, Sully-sur-Loire.
Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Et ne vous faites pas manipuler. À bientôt.